au troisième quart de finale. Juste après une table ronde, on est très content d'accueillir Vente Privée avec nous. L'année dernière, c'était Facebook qui était là parmi nous, incarné par Laurent Soli. Et cette fois, c'est deux stars West Web Festival qu'on a le plaisir d'accueillir. Messi. Ilan Benaïm et Xavier Cour. On les applaudit très très fort. Revival. Comment ça va, messieurs? Bah écoute, très bien, on est très heureux d'être là. Hein. Vous êtes déjà venus aux Vieilles Charrues ou pas? Non, moi non. Jamais, non, Ilan? Non plus. Mais je sens que je vais revenir. Il y a de l'ambiance. Vous êtes cofondateurs et associés tous les deux de Vente Privée, et j'ai envie d'être sympa avec vous, qu'on présente presque plus. Bon, qui connaît Vente Privée dans la salle? On va faire un lever de main. Tout le monde connaît Vente Privée. Bon. Vente Privée créée en 2001, ça fait 14 ans que ça existe. Déjà. Ça vous donne pas un peu le vertige, là, 14 ans de... Bah, surtout quand on passe après un truc où on parle que des jeunes, ça nous file un coup, oui. Ouais, quand même. Qu'est-ce qu'on est au bout de 14 ans chez Vente Privée? Comment est-ce que vous vivez cette aventure avec toujours autant de passion, toujours autant d'énergie? Bah, en fait, on est des ados, quoi. Exactement, on est des ados. On a 14 ans, donc on a appris plein de choses, on a fait plein de bêtises. On a vécu pas mal de choses, donc c'est une vraie belle aventure. Et puis en même temps, même si on commence à être un peu vieux, mais on n'est pas les seuls. Hein. On commence à être un peu vieux. Il y a quelqu'un qui est visé dans la salle. Olivier qui est devant moi. Olivier Mathieu. Et on se dit qu'on a encore plein de choses à faire et qu'on est vraiment. On le dit à chaque fois, mais on est vraiment qu'au début de l'aventure. Alors, si on peut faire un rapide historique de Vente Privée depuis sa création, on ne va pas remonter toute l'histoire, mais on connaît votre histoire. Vous avez créé une audience incroyable aujourd'hui avec une newsletter, un système de mailing qui est très puissant. On peut redonner quelques chiffres rapidement, Xavier ou Ilan, des chiffres de Vente Privée aujourd'hui depuis ce début de l'aventure? Aujourd'hui, Vente Privée, c'est 22 millions de personnes sur 8 pays en Europe. On faisait 0 de chiffre d'affaires en 2001 et aujourd'hui on fait 1,7 milliard d'euros. Je pense que le chiffre le plus impressionnant, c'est le nombre de colis qu'on expédie par jour, puisque en ce moment on est à 150 000 colis par jour, on va monter à 200 000 en fin d'année. Chaque colis est une personne qui ne sait pas qu'il y a 149 999 autres personnes qui ont commandé le même jour. Et c'est ça la particularité du web, c'est qu'on manipule des données très importantes, mais ce sont des vrais humains. Donc aujourd'hui, Vente Privée, c'est 3 millions de visiteurs uniques par jour, tous les jours. Voilà, tous les jours. Ouais, c'est quand même assez incroyable. Il y a ma mère et ma femme dedans. Non, mais en plus, ce que je peux rajouter, c'est ce qui est vachement intéressant, parce que tu nous disais, tu voulais qu'on explique un peu l'histoire de Vente Privée, mais très rapidement. Mais ce qui est très intéressant par rapport à ce qu'on entendait juste avant, c'est que nous, en fait, on est là, on est au web, mais on n'est pas du tout une boîte de web. Nous. On est des marchands, on avait un métier, et il se trouve qu'on fait exactement le même métier qu'avant, le même, hein, rigoureusement, sauf qu'il y a cette baguette magique, ce digital qui a tout changé. C'est-à-dire que nous, on avait une boîte qui faisait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui était globalement au max de ce qu'elle pouvait faire, parce qu'on faisait un métier, le plus vieux métier du monde, l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, depuis, on vend les stocks des fins de série. Voilà, donc, voilà, les Romains, ils avaient des amphores à vendre. Voilà, nous, on fait la même chose. Et on faisait ce métier, on le faisait physiquement, on le fait depuis quasi 30 ans aujourd'hui. Et c'est ça qui est beau avec le digital, c'est que ce métier où on était à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, on était au max parce que les banquiers ne nous prêtaient pas d'argent, parce qu'on avait un BFR extrêmement compliqué, puisque globalement, quand vous êtes soldeur, vous allez voir une marque, vous leur dites vendez-moi vos stocks, vous les payez comptant parce qu'ils ont peur que vous partiez, et puis vous les vendez la saison d'après, parce qu'évidemment vous achetez les maillots de bain au début en plein été, donc vous ne pouvez plus les vendre, et vous les vendez 6 mois après. Donc on avait un BFR très compliqué. Et quand on a eu cette idée magique de vente privée, c'est exactement le même métier, sauf que tout d'un coup, au lieu de vendre à des magasins qui eux-mêmes faisaient rentrer tous les jours des gens dans leur magasin,
Ben nous, on pouvait parler à aujourd'hui 22 millions de membres, mais potentiellement à des milliards. Et c'est vraiment ça. Et c'est là où d'ailleurs Ilan nous a rejoints, puisque quand on a eu cette idée, on s'est dit, bon, elle est top. En l'occurrence, c'était Jacques-Antoine. On lui a dit, elle est top ton idée. Mais Jacques-Antoine Grandjean, qui est le cofondateur. On n'y connaît rien, on est des marchands. Notre métier, c'est d'acheter et de revendre. Et là, Mickaël a dit, moi, j'ai mon petit cousin, depuis qu'il est tout petit, il écrit des lignes de code, on va le faire venir. Et voilà, c'est comme ça. Tout a démarré. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'insiste dessus, parce que par rapport à des gens qui ont d'autres métiers, par rapport à des jeunes comme il y a, on peut partir d'un très vieux métier et utiliser le digital comme une vraie révolution. Et c'est ce qu'on le voit. On le voit, il y a Blablacar qui est là, on le voit avec Litchi. Litchi, c'est rien de plus que ce qu'on faisait il y a 30 ans quand on se faisait... les enveloppes qui tournaient. Et c'est ça qui est magique, je trouve, dans le digital. C'est ça qui est magique, dans le digital, c'est que c'est une révolution juste par ce petit outil. Ouais. Moi, je vais quand même ajouter quelque chose. Je pense que l'un des secrets de l'alchimie, c'est justement d'avoir été marchand dès le départ. Xavier et Jacques-Antoine, on leur parle techno et tout, ils disent bon ça va 2 minutes, mais on gagne combien d'argent à la fin? C'est ça qui compte. Et je pense que ce qui était très important avec ce côté marchand, c'est qu'ils avaient le respect du client. Parce qu'ils savaient que le client, c'était le long terme, c'était le moyen terme. Un client satisfait rachète, un client non satisfait ne rachètera pas. Et donc, on ne parlait pas techno, on était la seule boîte qui ne parlait pas techno à l'époque, on parlait juste client, consommateur, satisfaction client, service relation membre top, avec des prix gagnés chaque année où on était le plus fier. Parce que quelque part, le plus important, c'est pas d'avoir un client, c'est d'avoir un client qui rachète. Faire vendre sur Internet à quelqu'un, c'est plutôt facile, il suffit de marketing et voilà. Mais la clé, c'est il a acheté et sans que j'ai besoin de le repayer, il rachète. Et ça, si on arrive à faire ça, eh ben on sait qu'on a un chemin de croissance devant soi. Et c'est ce qui vous a guidé là sur ces 14 ans d'aventure. S'il y avait un mot qu'on doit garder, qui a toujours été votre... c'est un grand mot, sans utiliser un anglicisme, mais c'est le client au centre. C'est vrai que c'est ce qui nous a toujours guidés. Comme on n'y connaît rien, en fait, très franchement, mais c'est une vraie chance d'y avoir rien connu. Et quand Ilan nous parlait, on ne comprenait rien. Mais d'ailleurs, on ne comprend toujours pas grand-chose aujourd'hui. Mais bref, mais c'est vraiment ça la clé. C'est qu'on n'y connaissait rien, donc nous, on est parti avec nos réflexes de commerçants. C'est-à-dire que, je le dis toujours, mais l'Internet, c'est juste un écran avec un fil qui part et on ne sait pas où il va. Donc, et nous, depuis le premier jour, on s'est dit, il faut leur parler. Donc, le premier blog de vente privée, Cécile de Rostand, où on montrait, quand on disait, on livrait mal, on disait, mais regardez, on est en train de construire un entrepôt. Et je me souviens, parce qu'à l'époque, on avait encore des agences conseils. Et une agence conseil nous a dit, mais vous êtes des malades, vous ne pouvez pas montrer ça, c'est impossible. On a dit, bah si, puisqu'on ne livre pas bien, il faut bien qu'on leur explique qu'on est en train d'investir et comment on peut faire. On leur montre l'image de l'entrepôt qu'on construit. Et en fait, et ça a toujours été guidé comme ça. Et aujourd'hui encore, c'est guidé comme ça. Amazon fait la même chose, mais le patron du service client, il est au comité de direction, c'est une des personnes les plus importantes de la boîte. Les 200 personnes du service client, c'est là où on recrute énormément de gens pour le reste de la boîte, parce que c'est toujours le client. Et j'y pensais parce que dans les chiffres qu'a donné Ilan, il y a un chiffre qu'il a oublié qui pour moi est incroyable, c'est qu'aujourd'hui on a 73%. D'ailleurs, ça nous pose plein de problèmes parce qu'on y reviendra après, mais on a 73% des gens qui se contactent tous les jours, c'est à peu près 3,5 millions de visiteurs uniques jour, qui se contactent via un mobile. C'est mon cauchemar. Et c'est vrai que ça pose plein de questions parce qu'on n'a pas les mêmes taux de transfo et ça veut dire qu'il faut se reposer plein de questions, il faut réinventer complètement le système. Le chiffre d'affaires qui provient du mobile, c'est combien? À peu près 52-53%. Pour 75% du trafic. Donc on voit bien qu'il y a une performance du mobile, qui est en croissance énorme. Donc dans 5 ans, on n'aura plus du tout de desktop, très peu en pourcentage. La plupart des gros marchands américains abandonnent le développement de leur version desktop. Nous, on est en train de la mettre on hold très sérieusement pour se focaliser sur mobile, pour qu'on ait des performances sur les devices. Vous voyez ça comme un nouveau virage de vente privée ou pas? C'est une révolution, absolue. D'ailleurs, on débat tout le temps avec Ilan. On vient de passer 10 jours tous les deux à gravir une montagne, donc on a eu le temps d'en parler beaucoup. On en débat tout le temps parce que c'est une vraie révolution. C'est-à-dire que les gens ne consomment pas de la même manière et les devices ne sont pas les mêmes. Donc il faut repenser complètement l'ergonomie, il faut repenser la manière dont on leur parle parce qu'on n'a pas les mêmes taux de transfo. Ce qui est assez logique puisqu'en même temps, vous l'avez dans la poche tout le temps. Ça, c'est le débat qu'on a tous les deux. Mais il faut vraiment repenser le truc. Et je parlais de ça parce que tout à l'heure, juste avant, j'entendais Emmanuel parler des jeunes, Emmanuel et Melty parler des jeunes. Nous, le digital, on y est venu, et je le raconte tout le temps, l'histoire elle est connue, mais c'est une réalité. C'est Ilan et moi, il y a 8 ou 9 ans, à Amsterdam, au congrès de shop.org, et c'est une dame qui devait avoir, à mon avis,
65 ans, qui était la DSI, je crois, de Staples, et qui nous a juste dit un truc très simple. Il a dit, arrêtez de vous prendre pour des marketing gourous, regardez, rentrez ce soir chez vous et regardez comment fonctionnent vos enfants, et vous allez voir qu'ils ont un truc dans la main en permanence, et repensez tout. Et elle avait raison, et c'est là où on a lancé, nous, le mobile sur vente privée, c'était il y a 7 ans, pas en se disant on va faire plus de business, mais parce que effectivement le conso c'est ce qu'il veut. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut tout repenser, et ça c'est compliqué aujourd'hui de tout repenser pour le mobile. On parlait tout à l'heure de grandes entreprises, de petites entreprises. Je pense qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est que le consommateur a vraiment pris le pouvoir et ça va beaucoup plus vite qu'avant. Avant c'était le distributeur qui imposait des modes de consommation, des choses comme ça. Maintenant c'est le consommateur, les enfants, les générations. Et bien ce qui se passe c'est que la concurrence mondiale c'est plus entre les grosses boîtes et les petites boîtes, c'est entre les rapides et les lentes. Donc je peux avoir des très grosses boîtes très rapides, Google, ou des très grosses boîtes lentes. Je parlais avec le patron... Pardon ? Ouais, non, mais je parlais avec le patron de Computer Associates, qui est une des plus grosses boîtes d'éditeurs logiciels de la Silicon Valley. Il est en panique totale. Il te dit, mais moi, dans l'App Store, il y a une nouvelle version tous les 2 mois. Moi, il me faut 4 ans pour faire un soft de sécurité informatique. Donc c'est compliqué, le monde change. Je pense que la crise a eu des effets positifs également, mais elle a carrément, nous on est des marchands, on a changé les habitudes des consommateurs. On n'achète plus maintenant comme on l'achetait il y a 7 ans. Moi je vais dans une boutique et le mec il me dit j'ai pas, je comprends pas. J'ai mis t'en as sur ton site web, donc pourquoi tu me livres pas chez moi? Toi tu vas me raconter si ça t'était arrivé dans une boutique il n'y a pas longtemps. Voilà. On a tous une expérience comme ça, non? Vous aussi, non? D'aller en boutique, dire désolé, la porte se ferme et c'est terminé, quoi. Pas en 2015 en tout cas. Ouais, mais nous on est vieux, hein, donc nous ça nous choque encore un peu, mais nos enfants ils peuvent même pas le comprendre. Je pense que c'est même plus dans leur imaginaire. Schéma de représentation. Ouais. Avant de parler de ce que vous développez et revenir sur le mobile, puisque évidemment ça va impacter ce que vous développez en vertical, j'aimerais qu'on parle un peu du cas américain. On a parlé un peu d'international tout à l'heure. Je trouvais intéressant qu'on puisse revenir sur cet échec. Je crois que c'est assumé comme tel chez vous. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Et je pense que c'est intéressant qu'on puisse partager ensemble aussi quelque chose qui n'a pas marché et comment on en tire les leçons. Alors, quid des US? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience aux US? Ça nous a coûté un peu d'argent. Non, sérieusement, Combien? en fait, c'est pas une excuse parce qu'on s'est vraiment planté. C'est pas une excuse. Le truc, c'est au moins c'est une bonne leçon. Depuis le début, depuis qu'on a créé Vente Privée, et même quand on a fait rentrer des investisseurs américains en l'occurrence, il a toujours été très clair que notre secteur et notre zone, c'était l'Europe, parce que l'Europe est on peut en débattre, mais en tout cas, c'est un potentiel de marché colossal. Et on a toujours été droit dans nos bottes à penser qu'on allait faire l'Europe et rien d'autre que l'Europe. Il se trouve qu'un jour, American Express vient nous voir et nous dit, nous, on a envie de faire Vente Privée, on a envie de le faire avec vous. Et là, je dois bien l'avouer, on a un peu, pas pété les plombs, mais il y a une espèce de fierté. On se dit, si American Express vient nous chercher, waouh, nous les petits Français, bon, on y va. Ouais, 50 millions de membres, c'était assez. Et après, je pense qu'on a fait à peu près toutes les erreurs. Voilà. On les a toutes faites, mais on a appris. On n'a pas recruté les bonnes personnes. Ils sont venus nous chercher pour un modèle. On les a laissés appliquer un autre modèle. On n'a pas pris la direction. L'un de nous n'y est pas allé. Voilà. Donc, on a fait toutes ces erreurs-là. Et il se trouve qu'à la fin, il y a 1 an, très clairement, c'était moi à ce moment-là qui en était le patron. J'ai dit à mes associés, je vous garantis que dans les 2 ans, on est rentable, garantie rentable, 2 ans, mais on fera pas plus que 200 millions de dollars, mais rentable. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on s'est tous dit, vraiment à l'unanimité absolue, que ça valait plus le coup de mettre notre énergie sur l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et les autres pays européens que sur les États-Unis. Donc c'est une vraie décision d'entrepreneur. On a décidé en moins de 15 jours de fermer la boîte, de ne pas se mettre en Chapter 11, donc de payer, et de replacer les gens. Voilà. Donc on a appris beaucoup de choses, mais on a surtout appris qu'il faut à un moment être focus sur ce qu'on veut faire et pas se laisser disperser. Et là, on s'est laissé disperser. Vous retenterez ou pas les US? Peut-être. Peut-être. Honnêtement, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est pas la stratégie. La stratégie, c'est vraiment l'Europe parce qu'il y a un potentiel en Europe qui est juste, mais vraiment colossal. Et juste par rapport à notre marché qui est l'e-commerce, on parle toujours des États-Unis, on trouve que c'est l'Eldorado. Les États-Unis ont été déclassés. Aujourd'hui, la première zone e-commerce du monde, c'est l'Asie. La deuxième, c'est l'Europe. Et les États-Unis plus Brésil sont 3e. Et quand on regarde la cartographie de l'e-commerce aux États-Unis, c'est sur les côtés, les grandes villes riches. Vous allez dans l'Ohio,
J'y suis allé 50 fois parce qu'on a un entrepôt là-bas. Je peux vous dire qu'ils ne vont pas sur Internet, ils ne vont pas faire de l'e-commerce, ils ne vont pas choper en ligne, parce que la seule chose à faire le week-end, c'est d'aller au mall. Et qu'aujourd'hui, aux États-Unis, l'e-commerce ne représente que 5% du retail après 20 ans d'existence. Donc, échec des Je compléterai par Alibaba, qui est un acteur chinois extrêmement puissant, qui grimpe, et qui pourrait grimper peut-être même au-delà d'un Amazon, non? Je ne sais pas. Ça vous parle à vous? Sur des nouveaux acteurs? On va voir. Aujourd'hui, le frein au développement principal reste la logistique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut se fournir des produits, les avoir en stock et les livrer. Donc, quand on parlait de mobile et de développement de nouveaux verticaux, nous, on est persuadés que le marché de demain, il est dans la boutique. C'est de driver le store. Je capte l'internaute sur son device mobile et je lui dis le produit le plus proche de chez toi n'est pas dans un entrepôt vente privée au milieu de la France ou au milieu de nord de la Bretagne, mais il est dans une boutique à côté de chez toi, mais tu ne le savais pas avant. Là, je vais indexer toutes les boutiques de France, c'est un des projets qu'on a, et on va savoir qu'est-ce qu'il y a comme produit. Et donc, je vais pouvoir te dire, ah bah tiens, je te vends ce produit, je te le livre chez toi, c'est un coursier qui va passer dans ton quartier et te le livrer quand tu veux, ou tu te déplaces pour essayer sur place. Quand vous dites boutique, c'est quoi? C'est pas forcément une boutique, un magasin physique. Un magasin. Un magasin physique. Ouais, un magasin. Donc l'idée, c'est d'agréger un maximum de points de vente et de rediriger les colis au plus près. Non, c'est que eux vont proposer la livraison. Que le magasin de livre directement. L'e-commerce en France, c'est que 5% du retail. Moi, j'adore quand je vais très souvent en province dans mes zones de campagne et les gens, à chaque fois que je leur dis que je suis vente privée, ils me disent que je suis un tueur de petits commerces et de machin truc, etc. Je leur dis, mais attendez, je représente 5%. Je suis très visible, j'ai grandi très vite, mais le vrai marché de demain, on reste des humains bipèdes, on a besoin d'entrer dans une boutique pour avoir une expérience sensorielle, pour toucher, etc. Donc le marché de demain est là-bas. Donc pour vous, c'est stratégique, en tout cas pour la suite, de vous orienter vers le mobile to store. En fait, oui, absolument. D'ailleurs, on a lancé déjà pas mal de business là-dessus. Et là, on vient de faire un test qui a été extrêmement positif avec la marque Zadig et Voltaire, où on a en fait proposé sur vente privée les stocks qui étaient en magasin, des magasins Zadig. Et vous pouviez soit vous les faire livrer, soit aller les chercher. Et c'est exactement ce que dit Ilan. L'avenir, il est là. C'est le commerce connecté, mais à tous les niveaux, et y compris sur le déstockage. Le magasin devient un petit entrepôt à côté de chez vous. Voilà. Alors, je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes sur justement la livraison. Vous avez lancé One Day, c'est ça, je crois, il y a maintenant un petit moment, mais la livraison, on flash sur un produit, on le commande. Ça marche bien? C'est quelque chose qui donne des résultats chez vous? Oui, évidemment, le seul problème de vente privée, c'est ça, c'est le délai de livraison, puisque le modèle économique fait que si vous voulez avoir une décote plus une marge pour vente privée, on ne peut pas avoir le stock chez nous déporté, stocké, sinon je ne peux pas vous offrir la décote que vous voulez. Donc effectivement, One Day, ça permet de temps en temps d'avoir des livraisons en 24 heures ou 48 heures, et donc de donner à l'internaute l'idée que parfois, sur vente privée, on peut être livré extrêmement vite, et puis parfois, ça prend plus de temps, mais on fait toujours une bonne affaire. Donc voilà, mais on ne peut pas le faire sur tous les produits, parce que si vous avez une marque qui a 100 000 produits en référence et que vous allez en vendre 67 078, ça n'a aucun intérêt de les amener dans notre entrepôt, parce que de toute façon, à la fin, c'est l'internaute qui paye, c'est le consommateur, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, One Day, c'est juste pour contourner ça de temps en temps. Alors, il y a quelque chose dont on a presque tous encore envie, c'est un petit peu le mythe du frigo connecté, et ça tombe bien. C'est justement le frais, la nourriture, la bouffe, pour être clair. Vous aviez lancé, il y a 1 an et demi, je crois, vous êtes lancé sur voilà, Miam Miam, merci, qui n'est plutôt que, pas du frais, on est plutôt sur des produits de terroir, des choses, voilà. Vous allez y aller vers le frais, vers ce que développe aussi Amazon là-dessus ou pas? Alors, du frais, on en fait sur certains produits. Par exemple, on fait du caviar, parce qu'il y a une très grosse valeur ajoutée. Donc le caviar, on en fait chaque année, on en fait beaucoup. On est un très très gros vendeur de caviar sur Internet. Et là, il faut évidemment une chaîne de l'ultra froid et super développée. On a construit un entrepôt à Beaune qui est spécialisé dans l'alimentaire. Maintenant, le frais fruits et légumes, je ne suis pas persuadé, parce qu'à un moment, il faut aussi qu'il y ait de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que si on vous propose une tomate à 20 centimes de moins, mais que vous allez payer des frais de livraison extrêmement élevés, ça n'a pas grand intérêt par rapport au modèle vente privée, qui est d'avoir un produit, une décote. Donc le frais, ce type de frais, on n'ira pas. Et surtout, nous, consommateurs, il y a 2 façons de consommer. Il y a le besoin et il y a le plaisir. Moi, quand je vais faire des courses, ça m'arrive de temps en temps, j'aime bien sentir et donc avoir cette expérience. Donc sur le frais, je pense qu'on est beaucoup plus dans le plaisir. Le fromage, la viande peut-être même, les légumes,
on va être beaucoup plus dans le plaisir que dans le besoin pur. Donc on voit bien que les gens, quand sur tous les marques, enfin, les e-commerçants en ligne de bouffe, ils achètent de l'eau. Principalement du vrai, du besoin, les choses qui sont pas faciles à porter, etc. Mais peut-être vous êtes allé comme moi à San Francisco, quand on voit ce que donne Amazon Fresh, c'est quand même assez convaincant. Ah non, mais c'est génial, hein. C'est génial. Mais ce que vient de dire Ilan est très juste. C'est-à-dire que sur vente privée, c'est pas. Si on comparons Amazon et vente privée, ça n'a rien à voir. Amazon, c'est un besoin. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un produit, donc là, en l'occurrence, j'ai besoin de fruits et légumes, je vais aller chez Amazon Fresh. Vente privée, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout ce dont j'ai besoin, mais je me réveille à 7h du matin et je vois l'offre sur vente privée, et là, je me fais plaisir. Je le cite également très souvent, mais je me suis encore acheté, il n'y a pas si longtemps que ça, un jambon de 7 kilos, un jambon Serrano. Jamais de la vie, je serais allé dans un magasin l'acheter. Mais là, il est 7h du matin, il est bien présenté, il me donne envie, je l'achète, c'est facile, un clic et je le reçois. Donc c'est une approche qui est très différente. Donc évidemment, Amazon Fresh, mais c'est un peu ce qu'il en a dit. C'est-à-dire que je pense que ça prendra une partie du marché, mais ce ne sera pas non plus une révolution. Ça ne va pas prendre 50% du marché. Enfin, je ne le crois pas. Sauf à avoir des prix dingues, mais si vous rajoutez la livraison, je ne vois pas comment on peut avoir des prix dingues. Ça fait peur quand même à la distribution un peu. Non, ça se fait poser des vraies questions, mais tout l'intérêt du digital, c'est que ça remet en cause beaucoup de choses. Et je pense qu'on ne peut pas raisonner en se disant voilà, ça va tout révolutionner, mais c'est exactement ça, c'est qu'avec cette baguette magique, le consommateur est au centre, il fait bien ce qu'il a envie de faire quand il a envie de le faire, et donc il va avoir plein de possibilités. Et c'est là où je pense que les politiques ont un rôle dingue, et que ce soit la FEVAD ou toutes les autres associations qui s'occupent, on travaille beaucoup dessus, France Digital, mais toutes les autres, l'Axel et ainsi de suite. On essaye de faire un gros boulot, mais c'est pas simple. Parce que il faut revoir complètement les pensées. Ce que disait Manuel tout à l'heure sur le fait qu'il y aura de plus en plus de gens qui ne seront pas salariés. Je lisais hier une étude, je crois que c'est en 2019 aux États-Unis, où il y aura plus de non-salariés que de salariés. Donc il faut se reposer plein de questions. Et Amazon Fresh en fait partie. Mais c'est pas la mort du commerce. Tout le monde ne va pas se faire livrer. Moi, mes parents, à côté de Saint-Étienne, à 30 km de Saint-Étienne, avant qu'un drone d'Amazon leur amène leur salade, c'est pas demain. Mais par contre, le petit commerçant du Puy-en-Velay, et c'est vrai, qui livre aujourd'hui autour du Puy-en-Velay, parce qu'il s'est allié avec le boucher, avec le charcutier, avec le boulanger, et qui livre, ça c'est une vraie révolution. Un projet qu'a la Poste, je sais aujourd'hui, de faire que les postiers dans les zones un peu plus rurales fassent le tour et puissent faire la Poste Amazon, enfin la Poste Fresh, c'est génial. Mais c'est que ça. Je ne pense pas que ce soit Amazon Fresh la peur, mais c'est au moins ce qui est génial, c'est que ça se fait se poser plein de questions, ça donne plein de possibilités de développement, mais ça sera pas la révolution absolue et tout le monde sera chez soi. Enfin, je l'espère pas parce que j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Tout le monde sera chez soi et commandera sur son ordi. Pour finir avec vous, Xavier Ilan, vente privée, c'est de la mode, évidemment, historiquement, la gastronomie de terroir, c'est la vente d'articles tous azimuts, c'est aussi du ticketing, des places de spectacle, de concerts, du voyage, merci, du vin. C'est quoi demain le next step, là, l'autre, peut-être une autre ligne que vous pourriez ouvrir qui est stratégique pour vous? Normalement, on s'était toujours dit on vendrait tout ce qui se photographie qui est légal. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Maintenant, c'est vrai qu'on est très focusé sur le développement européen et sur tous ces problématiques de mobile to store. Mais c'est vrai que l'entertainment, je vais peut-être te laisser toucher un mot, et quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Si tu peux... Avec 3,5 millions de visiteurs uniques jour qui viennent, comme je disais avant, juste pour le plaisir, et qui viennent sans avoir qui viennent physiquement avec une carte de crédit à la main sans savoir ce qu'ils veulent. Donc on peut proposer plein de choses. Donc l'entertainment, oui, effectivement, l'entertainment, on a commencé par hasard à rentrer dans la musique. On a vendu un disque qui était celui de Patricia Cass, on fait un disque d'or. On se dit, tiens, il y a un truc. Et puis un disque physique. Et on s'est dit, waouh, il y a un truc. Effectivement, si le produit est bon. Quelqu'un sait encore ce que c'est qu'un disque laser? Ouais, c'est pas mal. Hein. On m'en a offert il n'y a pas longtemps, je ne savais pas où les mettre. Oui, on se dit qu'il y a beaucoup de choses. Donc on est rentré dans le ticketing pour deux raisons, d'ailleurs, avec des producteurs qui soit nous demandaient de vendre leurs billets très en amont pour faire connaître leur spectacle ou leur tournée ou leur show, soit en last minute
parce que c'est pas rempli. Et même ici, aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit, même si c'est quasiment rempli, il doit bien rester quelques dizaines ou centaines de places. Et là, on a besoin en last minute de les vendre. Donc on est rentré là-dedans. Aujourd'hui, on est devenu le deuxième plus gros vendeur de billets sur Internet. Voilà. Et puis on s'est dit, maintenant qu'on fait ça, on peut peut-être coproduire. Donc on a coproduit Dirty Dancing, qui a été un énorme succès. Et puis on a acheté des salles de théâtre. Et puis on croit beaucoup, nous, au retour sur scène. Et les gens se font plaisir. On pense que c'est un peu cher. Pour une famille de 4, d'aller au spectacle, ça coûte cher. Donc on essaie de réduire les coûts. Et voilà. Et donc c'est une stratégie qui fonctionne bien, qui se développe, sur laquelle on va faire un peu plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et il n'y a pas de logistique. Il n'y a pas de logistique. Et qu'on veut développer partout. Vous pourriez racheter peut-être des startups, comme vous l'avez fait récemment d'ailleurs on a acheté une startup qui est ici, qui s'appelle With Event, qui fournit, alors je ne sais pas si vous les avez encore déjà, mais les bracelets, si j'en vois certains, les bracelets qui permettent de s'acheter à boire et à manger sans sortir d'argent. C'est une start-up aussi qui organise, un peu comme Litchi, de la petite soirée de boom local à l'énorme festival qui organise toute la logistique, le ticketing. Donc oui, effectivement, on en a racheté une, on est sur une autre en ce moment et on en regarde d'autres. Ouais. D'accord. Donc à bon entendeur, ceux qui sont spécialistes un petit peu dans l'organisation ou dans la dématérialisation autour de l'événementiel ou des spectacles, c'est intéressant. Ouais. Ok. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Xavier, merci Ilan. Et on va passer à la battle.